La conférence dure à peu près 45 minutes, 1 heure au plus. Et il y aura des questions-réponses, bien sûr, pour le public. Stanislas est un jour venu rencontrer la députée Martine Vonner. Et je dois humblement avouer que Stanislas a été un des premiers à m'ouvrir les yeux sur le sujet dont il va nous parler maintenant. Tu portes haut les valeurs de la France, de notre beau pays, et je dois dire que je prends toujours beaucoup de plaisir à t'écouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine, pour cette belle présentation. Et je suis vraiment très touché que tu m'aies fait cette confidence, entre guillemets, en public, parce que c'est le cœur, en fait, de mon travail. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. On est véritablement dans une guerre de l'information. Et en effet, la première étape, c'est justement de comprendre ce qui se passe et de dépasser les schémas les plus classiques. Et parler de mon amour de la France, en fait, les deux sont liés, puisque étymologiquement, la France, c'est le pays des Francs, et les Francs, ce sont les hommes libres. Donc la liberté est au cœur de la France, et d'ailleurs, on disait pendant longtemps, même à l'époque des rois de France, la terre de France affranchie, c'est-à-dire qu'on ne le répète jamais assez, c'est-à-dire que tout esclave qui posait le pied sur le territoire français était libéré. Et donc, ce qu'on essaye de nous prendre aujourd'hui, c'est justement notre liberté. On est face à un assaut absolument sans précédent sur nos libertés. Et dans cette conférence aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer justement qui est à l'origine de cette attaque, les différentes dimensions dans lesquelles cette attaque se manifeste, et surtout dans la dernière partie, qu'est-ce qu'on peut faire en complément de votre activité de militants et de personnes engagées avec Ensemble pour les libertés. Et donc déjà, ce que je voudrais dans cette première partie, c'est vous dire justement qui sont ces criminels et quel est leur projet. Alors, il y a une chose que je voudrais un concept que je voudrais vous donner, c'est le concept de guerre hors limite. Ça, c'est un concept, qu'est-ce que ça veut dire? La guerre hors limite, c'est ce qu'on appelle les guerres de 5e génération, les guerres hybrides. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce que la guerre a changé de nature. Quand on pense à la guerre, on a tous la vision classique de la guerre. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, et c'est pour ça que ça frappe les opinions publiques, parce que c'est la guerre telle qu'on se la représente, c'est-à-dire avec des troupes, avec des bombardements, une ligne de front, de la logistique, etc. Et en fait, aujourd'hui, la guerre a changé de nature, et donc elle se déploie sur plusieurs fronts. Donc vous qui êtes présents aujourd'hui, vous avez tous compris que la crise sanitaire, la crise Covid, c'est un des fronts de cette guerre. C'est une guerre qui a été menée au peuple par une oligarchie mondialiste sur laquelle je vais revenir. Mais il faut aussi comprendre que cette guerre, elle se déploie sur d'autres fronts. Elle se déploie par exemple sur le plan économique, financier, par exemple avec la destruction des économies, avec l'appauvrissement de la classe moyenne. Elle se déploie sur le plan de l'éducation, par exemple aujourd'hui avec cette offensive sur nos enfants, avec notamment la sexualisation dans les écoles. Elle se déploie avec cette guerre de l'information où on présente tous les gens comme nous réunis aujourd'hui qui osent poser des questions, qui osent creuser comme des complotistes, comme des extrémistes, etc. Donc on est dans une guerre qui se déploie en fait sur différents champs. Et d'ailleurs, une citation que je donne toujours, c'est un professeur à l'université de West Point qui dit à ses élèves « Le champ de bataille, le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Donc aujourd'hui, on est dans cette guerre pour le cerveau humain. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième point de cette guerre hors limite, c'est qu'une de ses caractéristiques fondamentales, c'est qu'elle ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Et ça, c'est ce que je n'arrête pas d'expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette configuration, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « ça ne me concerne pas, je vais passer entre les gouttes, de toute façon, je vais laisser à d'autres le soin de mener ce combat ». Vous êtes des gens engagés, donc vous avez compris ça, vous êtes engagés dans ce combat. Mais il faut vraiment faire comprendre aux gens qui, eux, pensent qu'ils vont rester sur le banc de touche que ce n'est pas possible. Quand il y a des gens qui vous ont déclaré la guerre, vous devez vous battre et ils ne vous laisseront pas tranquille. Ils vont s'en prendre à vos économies, ils vont s'en prendre à votre corps, ils vont s'en prendre à votre santé, ils vont s'en prendre à vos enfants. Et ça, c'est très très clair
il faut absolument le rappeler. Alors, qui fait cette guerre? Qui est derrière ce projet criminel? Eh bien, c'est un pouvoir qui est derrière le pouvoir. Et ce que je rappelle toujours, c'est qu'il ne faut pas absolument croire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, y compris le Covid, ce sont des choses qui viennent comme ça, qui sont du fait de la fatalité, inévitable, inéluctable. Ça, c'est justement ce que nos adversaires veulent vous faire croire. Ils veulent vous faire croire que ça vient de nulle part et que c'est une dynamique à laquelle on ne peut pas s'opposer. Et ça, on est déjà dans la guerre psychologique. La première étape de la guerre psychologique, c'est de faire croire aux gens que vous attaquez que de toute façon, ils ne peuvent rien faire et que le combat est perdu d'avance. Ça, c'est le b.a.-ba de la guerre psychologique. Et donc, qui sont ces gens? Ce sont, en fait, quand on se livre au travail d'analyse que je fais notamment dans mes livres, ce sont des grandes dynasties, donc des dynasties qui sont essentiellement financières, qui doivent leur fortune à la banque, à l'industrie. Donc, on peut citer, par exemple, les Rothschild, on peut citer les Rockefeller, on peut citer les Warburg, les Wallenberg, même les Saoud en Arabie Saoudite. Donc, ce sont des grandes familles. Et en fait, finalement, c'est assez simple à comprendre puisque ces grandes dynasties ont juste remplacé les anciennes aristocraties et les anciennes familles royales. Et alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disaient, lors de mes premières conférences, mais ça, c'est du complotisme. Quand vous dites que c'est les Rothschild, les Soros, on va même jusqu'à dire que vous êtes antisémite, etc. On peut lire ça dans Libé, par exemple. Eh bien, alors, je me suis dit, bon, là, je me suis fait avoir une fois, donc maintenant, j'ai trouvé une citation de David Rockefeller qui dit, je vous cite, « Certains pensent même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, nous qualifiant, ma famille et moi, d'internationalistes et conspirant avec d'autres dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un gouvernement mondial, si vous voulez. Eh bien, si c'est l'accusation, je suis coupable et j'en suis fier. » Donc ça, c'est une citation de David Rockefeller qui date des années 90. Et je vais vous donner une autre citation qui est beaucoup plus récente, c'est celle de Klaus Schwab. Donc Klaus Schwab, je pense qu'ici, vous le connaissez tous, c'est le président du Forum économique mondial de Davos. Klaus Schwab disait en 2017 à la Kennedy School de Harvard, la Kennedy School de Harvard, c'est un peu le Sciences Po des mondialistes, c'est là où vont tous les gens qui vont ensuite aller à l'ONU, à l'OMS, à l'OMC, etc. Et donc Klaus Schwab disait devant un parterre d'étudiants filmés, il disait, avec mes Young Leaders, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Young Leaders, c'est un programme de formation pour la nouvelle élite mondiale, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. Et ensuite, il égrenait les noms, il disait, voilà, Macron c'est nous, Trudeau c'est nous, Merkel c'était nous, avec tous ces gens-là, on a fait du bon boulot. Et il le disait donc en public en étant filmé. Donc ça, c'est très important. Et à travers cet exemple, je vais remonter un petit peu la pyramide du pouvoir mondialiste, puisque Klaus Schwab, aujourd'hui, à peu près tout le monde le connaît. Mais il y a quelqu'un derrière Klaus Schwab. Klaus Schwab, il n'est pas sorti de nulle part. Derrière Klaus Schwab, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Strong, qui est beaucoup moins connu. Maurice Strong, il faut savoir que c'est déjà le mentor de Klaus Schwab, et c'est lui qui invente le GIEC. Donc toute cette propagande climatique, ce qui est utilisé aujourd'hui pour nous prendre justement nos libertés, c'est lui qui l'invente. Et il écrit dès les années 70, le changement climatique sera l'outil que nous utiliserons pour amener les pays occidentaux à accepter certaines choses qu'ils n'auraient pas acceptées par ailleurs. Donc il faut bien comprendre ça. Derrière Maurice Strong, il y a Kissinger, je pense que tout le monde ici connaît Henry Kissinger, qui sévissait déjà dans les années 70 avec tous les massacres qu'il y a eu au Vietnam, au Cambodge, tout ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'était lui. Et bien sûr, derrière Kissinger, on trouve qui? On retrouve la famille Rockefeller, et notamment la puissante fondation Rockefeller et tous les intérêts de la famille Rockefeller. Donc en fait, ce que j'essaye de vous dire à travers ces exemples qui sont factuels, c'est qu'en fait, il y a une hiérarchie parallèle du pouvoir. Et donc, ce que je dis toujours quand je parle à des gens comme vous, des militants, c'est ne vous trompez pas d'ennemis. Qui sont les vrais criminels et qui sont vraiment nos ennemis? C'est ce pouvoir parallèle, c'est ce pouvoir caché. Emmanuel Macron qui concentre la colère, et d'ailleurs certainement à dessein, Emmanuel Macron n'est qu'un pion. Et d'ailleurs, je vais citer encore une citation, c'est Jacques Attali qui dit à la journaliste Anne Fulda, en 2019, Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Donc il faut bien comprendre qu'on est à travers un personnage qui n'est pas autonome. Et de la même manière, si on veut se placer d'un point de vue beaucoup plus géopolitique, vous avez quelqu'un comme Volodymyr Zelensky, donc le président actuel de l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque chyprio-israélo-ukrainien, donc un milliardaire aussi, qui dit au Times, donc c'est pas un obscur blog, c'est quand même le Times, il dit en 2019 au sujet de Zelensky, Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste. Donc ça, ce sont des choses qui sont réelles.
Donc il faut bien comprendre qu'en fait, il y a cette hiérarchie parallèle du pouvoir, c'est ce que j'appelle le système mondialiste. Et quels sont les objectifs de ce système? Alors là, ce qui est assez fascinant, c'est que ces objectifs, on les connaît puisqu'ils ne se sont absolument pas cachés. Tout a été écrit noir sur blanc, tout a été dit dans des conférences, tout a été explicité. Alors il faut parfois croiser les sources et lire entre les lignes, mais tout est là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent d'abord, c'est une gouvernance mondiale. Ça, c'est le terme qui revient toujours. Et d'ailleurs, leur projet est souvent résumé sur le vocable Nouvel Ordre Mondial, New World Order. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la destruction de toutes les souverainetés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souveraineté des États. Et vous comprenez qu'ils s'attaquent méthodiquement aux 4 manifestations de la souveraineté, qui sont les frontières, les lois, la justice et la monnaie. Donc ça, il faut que ça disparaisse et tout ça est confié, au terme d'un processus, à des institutions supranationales. Le corollaire de ça, c'est la destruction de la diversité des cultures, des identités et des religions. Je reviendrai sur la religion dans la deuxième partie de mon intervention, mais il faut savoir qu'un de leurs objectifs, c'est la mise en place d'une grande religion inclusive. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de cynisme, quand on les lit, ils disent l'être humain a besoin de religieux. On ne peut pas avoir cette gouvernance mondiale sans une religion pour la cimenter. Mais par contre, ils sont ennemis des religions traditionnelles, notamment des 3 monothéismes que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, parce qu'il y a des choses qui les dérangent, notamment sur le plan social et des mœurs. Donc il faut éliminer les religions sous leur forme traditionnelle pour les remplacer par une religion inclusive qui serait plus proche d'une espèce de grande ONG. Donc il y a ce point-là. Il y a l'abolition de la propriété privée. Donc ça, vous voyez qu'on est en train, on n'est pas dans la science-fiction parce qu'on est en train d'y arriver aujourd'hui. Vous avez vu les déclarations du gouvernement, il y a différents projets qui sont déjà dans les tuyaux. Qu'est-ce que c'est ces projets? C'est soit vous n'allez plus être propriétaire que des murs et plus du terrain, soit si vous n'êtes pas aux normes, et là ça revient avec le projet de Strong dont je vous parlais, si vous n'avez pas les bonnes normes, les normes notamment de passoires thermiques, etc., vous allez devoir faire des travaux. Et si vous n'êtes pas capable de faire des travaux, ça sera la banque qui va devenir propriétaire. Donc petit à petit, on est en train d'éliminer la propriété privée. Un autre aspect, c'est ce qu'ils appellent la convergence biodigitale. Alors ça, c'est un mot complexe. C'est ce que dit Klaus Schwab, là encore en public en 2016 à la radio-télévision suisse devant Darius Rochebain. Il dit l'avenir, c'est la fusion du biologique, du numérique et du médical. C'est ce on lui dit, en gros, on va tous avoir des implants qui vont nous donner des informations sur notre état de santé, etc. Et ça, il faut bien comprendre l'articulation de ça. C'est-à-dire que ça s'articule avec ce qu'ils appellent l'Internet des corps, donc c'est-à-dire les corps connectés avec les puces RFID, etc. Ça va se connecter avec l'Internet des objets, là on y est déjà un petit peu avec les montres connectées, les téléphones portables, toute la domotique, et c'est ce qui va se connecter avec ce qu'ils appellent les smart cities, les villes intelligentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des capteurs partout. Et ça, imaginez, comprenez vers quoi on est en train de nous faire avancer. Vous voyez, par exemple, dans une ville comme Strasbourg, on est déjà en train de mettre des zones zéro émission, etc. C'est-à-dire que dans quelques années, si vous avez un vieux diesel ou une voiture comme ça, vous ne pourrez plus rentrer dans Strasbourg. Vous aurez des radars automatiques qui scanneront vos plaques, etc., qui vous empêcheront de rentrer à Strasbourg ou qui vous enverront une amende automatiquement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera d'avoir sur le même modèle que le pass sanitaire, on dira « Ah, mais écoutez, Madame Vonner, on sait que vous êtes la complotiste en chef en Alsace, vous ne pouvez plus rentrer dans Strasbourg. Vous ne pourrez plus rentrer dans la ville. Ou, Monsieur Berton, vous aimez bien manger de la viande, vous avez dépassé votre quota de viande, vous avez mangé une belle entrecôte de 500 grammes, je suis désolé, mais les gens comme vous, on ne veut pas que vous rentriez dans la ville, vous avez explosé votre quota. » Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et l'étape ultime de ça, et on l'a déjà vu avec au moment de la manifestation des routiers canadiens en 2022, on coupe carrément votre compte bancaire parce qu'on voit que vous êtes un manifestant. Et donc, on est en train de couper votre accès à l'argent. Et ça, avec les monnaies numériques qui sont en train de mettre en place les CBDC, on va avoir l'intégration globale de ce système. Alors, un autre aspect, c'est l'aspect dépopulation. Ça, je ne vais pas insister là-dessus parce que je pense qu'ensemble, pour les libertés, vous connaissez très bien tout ce qui est lié au Covid et tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment, quand on écoute les mondialistes, il y a vraiment un projet de diminuer la population humaine. Ils trouvent qu'il y a trop de gens sur Terre. Alors, en plus, ils faussent les chiffres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on vous dit que la Terre est surpeuplée, ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plutôt une tendance à la baisse et que les 2/3 des pays du monde, on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Donc, il y a des pays qui sont encore très dynamiques, mais qui sont en train de faire leur transition. Donc, ça aussi, c'est de l'intox. Et en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir un énorme problème dans les années à venir à cause de ce problème, justement, de baisse de la population.
Donc, ils mentent là-dessus et il dit, eux, leur rêve, en fait, c'est d'avoir une population entre 500 millions et 1 milliard avec une élite qui a accès à tout le confort, qui mange de la viande, qui se déplace en avion, etc., qui vit dans des grandes maisons, une classe d'esclaves qui va bosser pour eux, qui va faire quand même tourner la machine, parce qu'il faut quand même des cadres, il faut quand même des gens qui produisent quand même des choses, et il va y avoir tout ce que quelqu'un comme Laurent Alexandre appelle les inutiles, ou que des gens appellent les bouches inutiles. Donc ça, c'est les gens. Et donc, quelqu'un comme Laurent Alexandre posait une fois une question dans une conférence à Polytechnique que vous pouvez retrouver sur Internet. Il regardait son auditoire et il disait « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces inutiles quand même ?» Donc ça, c'est la vérité. On est dans un projet en fait eugéniste et d'élimination des inutiles. Et puis, la dernière étape de ce projet qui va avec la convergence biodigitale, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire l'homme, ce qu'ils appellent l'homme augmenté. Et ça, vous voyez comment ça se connecte avec la convergence biodigitale, tous pucés, tous connectés à ce réseau, mais c'est aussi donc tous surveillés. Et c'est aussi tous les gens qui ne seront pas augmentés seront considérés comme des inutiles. Donc ça, c'est à grands traits ce projet mondialiste qui est incarné par le projet de nouvel ordre mondial et par ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc ça, c'est contre quoi on se bat aujourd'hui et contre quoi vous vous battez à Ensemble pour les libertés. Alors, pour terminer cette première partie, je vais vous donner 3 clés qui sont les moyens principaux que ces gens-là utilisent pour justement faire avancer ce projet. Alors, le premier moyen, c'est une formule que je martèle assez souvent, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire qu'ils ont compris, avec une grande finesse psychologique, que quand vous occupez un pays ou que vous imposez un projet aux gens, il y a une réaction de rejet. Par exemple, quand les nazis sont venus occuper la France et qu'ils envoyaient les jeunes au STO, qu'ils allaient se servir dans les boulangeries, qu'ils allaient forcer dans le Nord les mineurs à extraire du charbon pour nourrir la machine de guerre, etc., les gens se révoltaient, les gens sabotaient, etc. Et c'est beaucoup plus facile et habile, non seulement de convaincre les gens qu'en fait, ils ne sont pas occupés, qu'ils sont libres, qu'ils sont en démocratie, que en fait, les gens qui leur donnent des ordres, etc., qui les dirigent, les représentent. Et c'est beaucoup plus facile aussi de faire croire que les gens, en fait, doivent obtenir leur consentement. Donc tout ça, ce sont des outils. Et donc, je vais vous donner un exemple concret de ça. C'est par exemple l'infiltration de la Cour européenne des droits de l'homme par Soros. Il y a quelqu'un en Alsace qui s'appelle Gregor Pupin, ses locaux sont à Strasbourg, qui a un think tank qui s'appelle l'ECLJ, qui a fait tout un rapport là-dessus qui est unique au monde. Et qu'est-ce qu'a prouvé le rapport Pupin? C'est qu'en fait, George Soros a réussi à prendre le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire l'organe qui rend la jurisprudence pour l'ensemble de l'Union européenne, soit 450 millions de personnes. Comment a fait George Soros? Très simplement, George Soros a réussi à faire en sorte que ça soit non pas uniquement des magistrats professionnels, mais des présidents d'ONG ou des directeurs d'ONG qui puissent être nommés à la Cour. D'accord? Faisant ça, il a créé des ONG dans toute l'Europe de l'Est et il s'est débrouillé, vous commencez à voir la technique, pour que les directeurs de ses propres ONG soient nommés. Et donc, en faisant ça, il a une majorité, je crois qu'il a 18, sur une trentaine de magistrats, il en a 18 qui sont à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça se voit notamment quand vous avez toutes les problématiques liées, par exemple, à l'immigration. Il faut savoir que ce sont en grande partie les réseaux Soros qui nourrissent tous les systèmes de passeurs, etc., qui se nourrissent de ça. Et à l'autre bout de la chaîne, quand vous voulez expulser des criminels, des délinquants, etc., ce sont les juges Soros qui bloquent. Donc, ils contrôlent les deux aspects de la chaîne. Ils contrôlent l'entrée et ils empêchent la sortie. Donc ça, c'est le système Soros. Il a fait la même chose aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les procureurs et les shérifs, donc l'équivalent des commissaires divisionnaires, sont élus. Et ben, il a mis 40 millions de dollars sur la table, et on a le chiffre, pour financer des juges et des procureurs Soros. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter, mouvement aussi financé par Soros? Et ben, en fait, dans certains comtés ou districts, eh ben, les shérifs ne sont pas intervenus, ont laissé les pilleurs agir librement, et les procureurs n'ont pas poursuivi. Et donc ça permet en fait à Soros d'avoir une espèce d'armée dans l'État. Et je ne vais pas développer, mais notamment un des grands enjeux du mandat de Donald Trump, c'était d'éviter justement cette guerre civile, parce que George Soros avait véritablement une armée de l'ombre sur le territoire américain. Donc ça, c'est un premier moyen, donc l'infiltration plutôt que l'invasion. Et d'ailleurs, pour terminer sur l'infiltration, on peut tout à fait appliquer ce schéma à ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Quand vous voyez
tous les gens, que ce soit Delfrécy, que ce soit Fischer, que ce soit tous les gens qui ont été dans les labos, etc., il faut bien comprendre que ces gens-là ne sont pas juste des gens corrompus, il y a une partie corruption, mais ce sont des gens qui ont été placés bien longtemps à l'avance. Et pour revenir à ces grandes familles mondialistes dont je vous parlais tout à l'heure, on a découvert très récemment, il y a quelques semaines, que par exemple, je crois que c'était monsieur Fischer, et alors peut-être monsieur Delfrécy, mais je ne voudrais pas faire de la calomnie, mais monsieur Fischer, c'est sûr, était membre, en tout cas siégeait au conseil d'administration de la fondation Edmond Rothschild. Donc ça, c'est une réalité. On retrouve toujours, de toute façon, quand vous travaillez sur le mondialisme, vous retrouvez toujours, quand vous remontez la pelote et que vous remontez la pyramide, vous retombez toujours sur les mêmes noms. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale ? En France, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un des plus grands spécialistes du sujet, c'est Lucien Cerise. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, quelqu'un qui est absolument remarquable, qui dit, en fait, l'ingénierie sociale, c'est la modification furtive des attitudes et des comportements. Et ça, c'est extrêmement pervers parce qu'en fait, on va modifier vos attitudes et votre vision du monde sans même que vous en ayez conscience. Et ça participe de cette guerre invisible dont je vous parlais, c'est-à-dire la guerre psychologique. Et donc, je vais vous donner, bien sûr, vous voyez très bien ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid, on est dans l'ingénierie sociale. On est une ingénierie sociale avec cette propagande médiatique qui répète en fait des mensonges à longueur de journée, qui convainc les gens qu'il y a une dangerosité, tous vaccinés, tous protégés. Et ça, c'est une forme, on va dire, un peu brute d'ingénierie sociale. Ça, c'est vraiment le lavage de cerveau. Et c'est Goebbels, hein, c'est répéter 1000 fois un mensonge, il finit par devenir une vérité. Mais c'est aussi le pass sanitaire. Parce que le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'ingénierie sociale parce qu'on vous habitue à avoir un pass pour accéder à certains lieux publics ou à certains modes de transport, etc. On a habitué les gens à trouver ça normal de présenter un pass pour accéder à un hôpital, pour monter dans un train, etc. Et donc ça, c'est la prochaine étape. C'est quoi ? C'est justement le pass carbone, le pass alimentaire, le pass tout ce que vous voulez, le pass financier. On vous coupe, on vous donne un certain montant que vous avez le droit de dépenser sur certaines choses, etc. On habitue les gens. Et quelqu'un me faisait remarquer récemment, j'y avais jamais pensé, mais c'est bien vu, que la première mise en place de ça, c'est le permis à points. Le permis à points, c'est un début de crédit social. Et j'avais jamais fait le lien. Et en fait, il m'a dit, mais réfléchis parce que, en fait, quand vous commettez une infraction, vous avez une amende, vous payez. Mais là, on a associé pas juste l'amende, il y a des points qui tombent et à la fin, on vous prive de votre permis. Et en fait, là, on est déjà dans le crédit social. On a déjà habitué les Français à cette logique de crédit social. Alors ça, je ne vais pas faire une conférence entière sur l'ingénierie sociale, mais c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour le plan des mœurs. Comme l'a dit Martine, dans une autre vie, je m'intéressais beaucoup au cinéma, je faisais des courts-métrages, etc. Je vous invite à faire un exercice, c'est regarder l'évolution des mentalités et ce qu'on essaye de faire passer comme évolution sociale à travers le cinéma ou les séries, etc. Vous voyez très clairement que petit à petit, on fait passer certains messages. Et notamment, moi, je me souviens, j'avais vu, il y a bien des années, à l'époque, je n'avais pas percuté, c'était un scénariste de Plus belle la vie, donc la série que tous les Français connaissent et qui était extrêmement populaire, qui disait « Notre travail, c'est en partie d'éduquer les Français ». C'est-à-dire de faire passer certains messages. Par exemple, les Français sont jugés trop homophobes. On va mettre de plus en plus de personnages homosexuels dans la série pour les habituer. Et puis, une fois qu'on est passé à ça, maintenant, vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a cette propagande complètement insensée en faveur sur le transgenre. C'est la même logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend quelque chose qui existe naturellement et en fait, on va lui donner une amplitude, on va le normaliser et on va le développer dans la société. Et quand vous avez un phénomène qui soit politique, culturel, médiatique, qui est martelé par le système, vous pouvez être sûr que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est de l'ingénierie sociale. Parce qu'en fait, l'ingénierie sociale, elle va toujours forcer quelque chose, elle va essayer de rendre, en fait, de normaliser, il n'y a pas d'autre mot, quelque chose qui était marginal ou, je dirais, minoritaire pour en faire quelque chose de général. Et une fois que ça est admis, on passe à l'étape suivante. Et enfin, le dernier outil que je voudrais vous donner, c'est un concept qui s'appelle la révolution de couleur ou révolution colorée. Il y a les deux termes. Alors ça, c'est plus quelque chose de géopolitique. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution de couleur ? Une révolution de couleur, c'est en fait un coup d'État
sous des prétextes organisés par sûrement des services de renseignement, alors la plupart du temps c'est la CIA, organisés sous des prétextes démocratiques et populaires. Et c'est vendu comme tel à l'opinion internationale par les médias de masse. Donc c'est toujours le même récit, c'est regarder ces courageux étudiants qui se lèvent contre la dictature, contre le méchant dictateur, etc. Donc ça c'est le coup classique. Alors quand vous avez cette grille de lecture, vous avez la grille de tous les soulèvements de l'histoire moderne. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut savoir que la Révolution française a été une révolution de couleur. Ça, on pourra en discuter après si vous avez des questions, même plus tard. Mais le conte pour enfants qu'on raconte aux gens de dire c'était le peuple en armes qui s'est révolté contre la tyrannie. Alors ça, c'est pipeau de A à Z. Et moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Talleyrand, qui a justement été un des maîtres à la manœuvre de cette révolution. C'est le peuple toujours bien agité avant de s'en servir. Donc ça résume un petit peu c'est un peu comme Orangina, vous voyez. Et donc ça, vous avez la clé pour comprendre ça. Donc par exemple, la révolution bolchevique de 1917, c'est exactement ça. Ce qu'on vous raconte sur les bolcheviks, j'en parle un peu dans mon dernier livre. Il faut savoir que les bolcheviks, il y a un historien qui s'appelle Anthony Sutton qui a fait un livre là-dessus, puis on a plein d'archives. Il faut savoir que Trotsky était financé par les puissances de Wall Street. Donc, il a reçu son passeport c'est le président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui a en personne fait en sorte qu'il ait son passeport pour revenir en Europe. Donc, le côté des braves révolutionnaires qui se révoltent contre le tsar, etc., ça aussi, c'est pipeau de A à Z. Mai 68, c'est une révolution de couleur. On a aujourd'hui les archives déclassifiées. On a quelqu'un en France qui s'appelle Éric Branca, qui a fait un travail d'historien absolument remarquable là-dessus. Mai 68, c'est encore une révolution de couleur menée par la CIA et le Mossad contre De Gaulle. Ça, il faut le savoir. Plus proche de nous, on a eu les printemps arabes qui ont été des révolutions de couleur. Et surtout, dans l'actualité récente, on a eu bien sûr Euromaïdan en 2014, qui était une révolution de couleur pro-américaine et pro-OTAN contre le pouvoir ukrainien russe. Et là, quand les gens vous parlent de la souveraineté de l'Ukraine, il faut vraiment rigoler parce qu'on a quand même un coup de téléphone qui a probablement été fuité par les Russes entre Victoria Nuland, donc la vice-ministre des Affaires étrangères qui sévit encore aujourd'hui, et à l'ambassadeur d'Ukraine qui refait toute la composition du gouvernement ukrainien en disant non, lui, il est bien, on va le mettre, lui, il va être un peu pas assez docile, etc. Il faut savoir aussi, quand on parle de la souveraineté de l'Ukraine, que 40% des terres agricoles de l'Ukraine appartiennent à des grands fonds de pension américains. Donc voilà, donc pour vous donner le concept des révolutions de couleur, vous avez cette clé-là. Donc ce que j'espère, c'est quand vous aurez pris ces éléments-là, que je vous donne de façon très synthétique et peut-être à creuser avec mes livres, quand vous allumerez votre télévision, vous écouterez la radio, vous direz « Ah, lui, c'est un infiltré ». Ça doit être une tentative d'ingénierie sociale. Et ça, là, ce qui se passe dans tel pays, c'est probablement une révolution de couleur. Alors, c'est important d'avoir ces outils-là parce que les mondialistes sont très efficaces, ils sont très retors, ils sont très pervers. Mais par contre, ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Donc, une fois que vous avez compris comment ça marche, une fois que vous avez le manuel, en fait, vous pouvez décrypter les choses. Il y a des variations selon un petit peu, mais franchement, c'est à la marge. Donc, vous avez vraiment de quoi comprendre comment ça marche. Donc voilà, là, dans cette première partie, je vous ai donné justement une vue d'ensemble et les armes pour vous battre contre ces criminels.